De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Il est maintenant 17 heures à Paris et nous entamons la 8e heure de direct. Direction Londres, la capitale du Royaume-Uni, où les affaires sont encore propices. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Olivier Cadic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UFE en Grande-Bretagne, également élu à l'AFE. Et en prime, vous avez une entreprise, vous distribuez des bandes dessinées franco-belges, donc aux États-Unis et en Angleterre. Je les édite, je les traduis en anglais et je les vends dans le monde entier. Dans le monde entier. Et Monsieur Michel Missakian, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes associé chez Ernst & Young. Absolument. Donc, qui est un cabinet spécialisé en audit, fiscalité, contrôle. Droit, conseil, absolument. Tout ce qui touche le domaine juridique. Très bien. Fiscal et juridique. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi via Messenger Monsieur Édouard Brenne, le consul général de France à Londres. Monsieur Édouard Brenne, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Bon, très bien. Le principal, c'est que vous nous entendiez convenablement. Alors, monsieur... Est-ce que vous me voyez ? Oui, on vous voit. Tout est très bien. Monsieur Édouard Brenne, j'aurais souhaité savoir quel était l'état de la population expatriée française à l'heure actuelle et quelle était son évolution en Grande-Bretagne et à Londres plus particulièrement. Il y a une certitude absolue, c'est que personne n'a aucun chiffre précis et authentifié à donner sur la population française de Londres. Alors, on dit environ 300 000 personnes, mais ceci est fondé complètement sur des estimations. La seule chose certaine, c'est qu'il y a 112 000 Français immatriculés au consulat général de France à Londres. En général, pour un immatriculé, il y a en général à travers le monde à peu près 3 présents, ce qui veut dire que c'est de là qu'on tire cette approximation de sans doute plus de 300 000 Français habitant Londres. Mais on n'en a pas d'idée précise, il n'y a aucune manière scientifique de les répertorier. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Brenne. Vous, ça fait combien de temps, messieurs, que vous habitez Londres, Monsieur Cadic ? Moi, je suis arrivé en 1997. Ah oui, d'accord. Donc ça commence à faire. Ça fait 15 ans bientôt. Ça fait 15 ans, oui. Et vous, Monsieur Missakian ? Moi, d'abord, je dois dire que les statistiques doivent être bonnes puisque je suis inscrit, mais pas mes 3 enfants. Donc c'est exactement ce que Monsieur le Consul vient de dire. Il faudra y remédier en rentrant. Absolument. Et je suis à Londres depuis juin 2010, donc récemment arrivé. D'accord, très bien. Et donc avant, vous avez pas mal voyagé quand même ? Oui, j'étais à New York. Vous étiez à New York, d'accord, très bien. Tout de suite, une courte page de publicité et on reviendra après pour parler de la qualité de vie à Londres. À tout de suite. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. De retour sur le plateau dédié à la ville de Londres. Comme on a vu tout à l'heure avec le consul général de France, Monsieur Édouard Brenne, de nombreux Français ont élu domicile à Londres. Alors, messieurs Missakian et Monsieur Cadic, justement, pourquoi Londres ? Quelle est la qualité de vie à Londres ? Pourquoi vous-même, vous avez élu Londres comme domicile ? Alors, ce qu'il faut savoir, il faut mesurer que quand même le mouvement qui s'est opéré en peu d'années finalement a été assez impressionnant. Et pour les Britanniques, c'est la 3e vague d'émigration française ou d'immigration chez eux, après les Huguenots, la Révolution française. Et c'est ce qui se passe depuis 15 ans. Et c'est lié à quoi ? C'est lié tout simplement au tunnel sous la Manche. Depuis 15 ans, on a vu effectivement une évolution très forte, un vrai afflux de Français. Alors, une des raisons... On parle d'ailleurs, si vous me permettez,
Londres comme étant la 6e ville française, ce qui est quand même pas rien. Oui. Absolument. Et aussi cette génération-là, qui est que bien souvent on associe à la City. Il faut savoir que la première vague, les Huguenots, ce sont eux qui ont fondé la Banque d'Angleterre. Cette vague aussi, ces brillants mathématiciens qui sont rentrés dans la City et qui, ils ont aussi contribué à faire de la City la première place financière du monde. Et cette génération-là, elle est assurément rentrée dans l'histoire de notre pays au niveau de cette, justement, émigration. Une des raisons importantes, il y en a deux, moi j'en vois deux, côté entrepreneur, c'est une très grande facilité d'entreprendre. Alors ça, on verra ça tout à l'heure. C'est une partie. Oui, bien sûr. La deuxième partie, souvent, sont des gens qui sont à la recherche d'un emploi, d'une expérience à l'international, qui veulent apprendre à mieux parler anglais pour s'en servir, pour compléter leur bagage professionnel. Et donc, on en a à peu près, voilà, quand vous voyez 3 jeunes arriver à Londres, vous pouvez être sûr que dans les 3 ans, il y en a un qui sera rentré en France. Il y en a un autre qui sera parti ailleurs, en Chine, en Australie, au Canada, qui se sera servi du Royaume-Uni comme sa première étape à l'international. Et je dirais que le 3e s'installera pour de bon au Royaume-Uni. Alors, quelle est la qualité de vie à Londres? Vous avez vécu à New York, vous avez vécu aussi en France. Qu'est-ce qu'on peut attribuer comme qualité ou peut-être même comme défaut aussi à Londres? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'un point de vue plus économique, une des raisons, de mon point de vue, du succès de Londres vis-à-vis des Français, c'est 2 choses. Comme vous l'avez dit, l'excellence mathématique française. Je crois que la France est l'un des pays dans lequel qui a eu le plus de médailles Fields. Donc, il y a une excellence mathématique qui est reconnue, qui est très importante pour la City. Et aussi le poids très important en France des utilities, les EDF, Veolia, Suez, qui font énormément de business au Royaume-Uni et par définition qui font venir des expatriés. Sur la qualité de vie, Londres cumule plusieurs avantages. C'est à 2 heures de Paris. C'est pas très loin, c'est très facile. On peut même vivre à Paris, habiter à Paris et travailler à Londres. C'est pas totalement impossible. C'est très vert, il y a beaucoup d'espaces verts. C'est formidable quand on a des enfants de pouvoir les emmener dans des espaces verts un petit peu comme on veut. Il y a un buzz, il y a une énergie à Londres. Peut-être pas autant qu'à New York, mais sans doute plus qu'à Paris. Et puis, c'est une ville, on ne l'a pas encore dit, mais qui est très diverse. C'est-à-dire que vous avez toutes les nationalités qui sont représentées. Oui, c'est vrai que c'est très multiculturel. Très multiculturel et tout le monde a sa chance de réussir. C'est une économie très diverse et qui est très ouverte. C'est ça qui en fait son dynamisme également. Oui. Absolument. Au niveau du rythme de vie, comment est-ce qu'on vit à Londres? Écoutez, pour le côté... pour moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le côté convivial. Dès lors que vous avez fini le travail, vous allez voir devant les pubs, vous voyez les gens se retrouver, débriefer, passer un vrai moment, prolonger la journée. Ce sont des moments, pour moi, c'est relativement tôt d'ailleurs, non ? C'est le premier endroit où j'ai pu découvrir justement cette capacité à agréger différentes expériences dans des endroits extérieurs à l'activité professionnelle. Ça, c'est ce qui choque dans le bon sens du terme, je crois, les gens quand ils arrivent, qui fait cette convivialité. Alors, les rythmes de travail... Oui, parce qu'au niveau du rythme, c'est vrai qu'ils se rejoignent au pub le soir vers 18h, non ? On commence peut-être plus tôt à Londres et on termine plus tôt ? Non, peut-être pas pour tout le monde. Ça dépend. Très honnêtement, on commence peut-être en moyenne un petit peu plus tôt à Londres, mais ce n'est pas dans des proportions très, très significatives. En revanche, une journée de travail est très remplie, parce que pour pouvoir aller au pub à 6 heures, on ne prend pas beaucoup de temps pour déjeuner, par exemple. Donc, le repas du midi est souvent fait d'un sandwich sur son clavier d'ordinateur. Ce qui est moins convivial. C'est vrai, c'est un peu moins convivial. Au niveau des... Donc là, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal quand même d'avantages à vivre à Londres, notamment au point de vue même familial. Je crois, Monsieur Missakian, que vous avez des enfants. Oui. C'est vrai que quand vous me parliez des espaces verts, il y a peut-être... à Paris, on a également des jolis parcs. Mais pas de la taille de ceux que vous avez, pas de la taille de ceux que vous avez à Londres. La taille de Hyde Park est sans commune mesure. C'est comme si vous aviez le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes à l'intérieur de la ville, et puis pas que 2 parcs. C'est un nombre... Vous savez pourquoi on a le bois de Boulogne et le bois de Vincennes ou le parc Montsouris? C'est parce que Napoléon III était en exil en Angleterre et du temps de la reine Victoria. Et quand il a pris le pouvoir en France, il a demandé au baron Haussmann de faire respirer Paris, de faire ses grands boulevards et justement de faire ce bois de Boulogne et ce bois de Vincennes. Donc c'est directement inspiré d'une expérience de vie à Londres.
Très bien. En tous les cas, je vous remercie pour cet aspect-là. On reviendra tout à l'heure sur différents aspects de la vie, toujours à Londres. En attendant, on va écouter un témoignage de Laura Catala-Ubassi qui nous parle, elle, de la sécurité à Londres. On l'écoute. La sécurité, c'est un petit peu difficile à évaluer. Personnellement, je pense qu'on est en partie en sécurité tant qu'on est raisonnable, qu'on ne va pas pendant la nuit dans des endroits déserts. Je trouve également que certains quartiers très peu réputés ont depuis évolué. Par exemple, moi, je vis à Peckham et quand on va lire des descriptions du quartier sur Internet, on parle de coupe-gorge, etc. Et c'est pas du tout le cas. Il y a énormément d'étudiants, il y a beaucoup d'artistes et c'est très différent. Donc, je pense qu'il faut se balader un peu dans un quartier pour évaluer ça. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, Monsieur Gilles Leménès, bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes responsable grand compte chez AGS Déménagement. Oui. Donc vous vous occupez finalement d'aider les expatriés français, en tous les cas les futurs expatriés français, à s'installer notamment sur la ville de Londres. Sur la ville de Londres, pas forcément des expatriés français d'ailleurs, de toute nationalité, de tout pays. On aurait pu faire le déménagement de New York, on peut faire le déménagement de tous les pays du monde entier. Et effectivement, vous disiez tout à l'heure que c'était peut-être la 6e ville française, mais c'est effectivement, comparativement aux peu de difficultés d'accès que nous offre une ville comme Londres, c'est une ville assez facile d'accès pour un expatrié. Après, la vie est celle que vous avez décrite tout à l'heure. Alors, au niveau des déménagements et des particularités peut-être qui peut exister, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux futurs expatriés français? Alors, des conseils, à partir du moment où on quitte un pays pour retrouver une nouvelle vie, mais avec tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est pas une vie qui m'a l'air très, très compliquée. On retrouve plein de choses. Non, les formalités, il n'y en a pour ainsi dire aucune. Pas de formalité douanière? Non, pas de formalité douanière. Le fait que nous sommes implantés, le groupe AGS est implanté là-bas depuis de nombreuses années, ça nous permet de pallier au tout problème d'accès qu'il pourrait y avoir, parce que parfois les accès sont relativement étroits. On trouve une petite particularité comme ça, des petites fenêtres, des choses comme ça. Enfin, on rentre vraiment dans les choses un petit peu plus précises d'un déménagement sur lesquelles on peut éviter d'avoir des surprises. Mais effectivement, le transport se fait très rapidement, surtout de France. On parle de 24-48 heures. Avec les spécificités qui sont les nôtres, avec les conditionnements qui sont les nôtres, comme les caisses Europe, etc., où on a des petits conditionnements qui sont appropriés pour l'expatrié, sans qu'il y ait de groupage, des choses comme ça. Les choses arrivent très rapidement. Et le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est pas plus compliqué qu'un déménagement dans le sud de la France, sincèrement. Bon, donc tout va bien. Non, tout va bien. Oui, c'est un pays très facile d'accès et sans formalité particulière. Très bien, merci beaucoup. Laura Catala-Ubassi, elle, évoquait quelques petits problèmes de violence, alors qui existent ou pas. Clichés, info, intox, qu'en est-il? Monsieur Missakian, vous, comment est-ce que vous ressentez la violence à Londres? Est-ce que vous avez été confronté à la violence? Est-ce qu'il y a des banlieues plus particulièrement desquelles il faut se méfier ou pas? Quand il s'agit d'insécurité, c'est extrêmement compliqué. Les statistiques sont compliquées à lire. Puis il ne faut pas confondre insécurité et sentiment d'insécurité, je pense. J'ai regardé les statistiques. La criminalité entre la France et le Royaume-Uni, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de grande différence. En revanche, il y a une chose qui est différente, c'est la transparence de la police au Royaume-Uni. Il y a un site internet qui existe sur lequel vous tapez votre code postal et vous avez votre quartier et vous connaissez dans le détail le nombre de crimes qui ont été commis, type de crime par type de crime. C'est assez incroyable. C'est récent? Oui, c'est très récent. C'est à peu près une année, donc une transparence très importante. Il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout dans le monde. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de policiers parce que les tout caméras est vidéo. Oui, absolument. Donc, ce qui nous permet finalement de visiter un peu les quartiers et de choisir par exemple son logement en fonction des quartiers. Il y a plusieurs choses. Comme dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers qui sont moins safe, je dirais, que d'autres. La particularité de Londres, c'est que des quartiers très très chics jouxtent parfois des quartiers qui le sont beaucoup moins. Donc il faut effectivement de temps en temps se renseigner. Il y a un autre phénomène qui a fait beaucoup de bruit. Je ne suis pas certain que ça soit quelque chose sur lequel il faut faire autant de bruit. C'est les agressions au couteau.
On en a beaucoup parlé en France, en France et au Royaume-Uni. Certes, il y a ce phénomène, mais la police et le gouvernement britannique ont pris des mesures extrêmement dures. Il est absolument interdit de se promener avec un couteau à Londres. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand vous arrivez à Saint-Pancras, la première affiche que vous voyez après douane, c'est cette affiche qui vous dit que vous n'avez pas le droit de vous promener avec un couteau et une bombe lacrymogène. Donc il y a eu ce phénomène-là, il y a encore ce phénomène qui est lié à des gangs. Pour autant, Londres est une ville dans laquelle je me sens vraiment en sécurité, autant qu'à Paris, sinon plus, autant qu'à New York, sinon plus. Bon, très bien. Alors, on parlait justement du logement. Est-ce que vous auriez des quartiers à conseiller tout de même? Est-ce que les expatriés ont élu domicile dans certains quartiers en particulier? Pour ce qui est des Français, ça c'est sûr. C'est ça aussi. Kensington, oui, évidemment, puisque le lycée français est présent. Donc, c'est vrai qu'ils se regroupent toujours autour des lycées français, des écoles françaises. Oui, bien sûr. C'est pratique. Et puis, Frenchland, c'est ça. Et puis, avec les spécificités que vient de nous décrire, il est clair que peut-être que les gens peuvent choisir en fonction des quartiers plus ou moins. Non, c'est vrai qu'il y a une vidéosurveillance très très importante et c'est vrai que vous le faisiez remarquer, il y a une présence policière qui est beaucoup moins importante qu'à Paris, même en France, je dirais. Sur les prix, brièvement, est-ce qu'on est toujours dans des fourchettes hautes? Est-ce que le logement a un peu diminué? Non, pas du tout. C'est très cher. On parlera peut-être du coût de la vie à Londres tout à l'heure. Vous voulez qu'on en parle? Non, mais brièvement, oui, sur les... c'est simple. Je crois que l'étude la plus reconnue s'agissant des coûts de la vie, il y en a deux. C'est Mercer, UBS. Londres est cette année la 18e ville la plus chère du monde. Paris la 27e, New York la 32e. Et en fait, avec beaucoup de... C'est paradoxal. Il y a des choses qui ne sont pas chères du tout à Londres. Le panier, par exemple, de consommation, c'est beaucoup plus cher à Paris qu'à Londres. C'est-à-dire que se nourrir coûte plus cher, hors restaurant, coûte plus cher à Paris qu'à Londres. Se loger coûte beaucoup plus cher. South Kensington est un beau quartier, un quartier cher. C'est un quartier familial. Il y a d'autres quartiers qui sont très sympathiques, beaucoup moins chers. Donc on peut trouver des solutions pour se loger à des coûts moins élevés, mais en moyenne, ça reste beaucoup plus cher qu'à Paris. Très bien, merci beaucoup messieurs. Tout de suite, on va écouter Sylvie Aderibidge nous parler du niveau de scolarité à Londres. On l'écoute. Point de vue scolarité, ne comptez pas sur les écoles françaises. La compétition pour les places est trop forte. Ma fille était sur liste d'attente depuis 1 an et demi, elle n'a pas eu de place. Donc le local, c'est ce qui est le plus rapide, c'est pas ce qui est le mieux. Et en attendant d'avoir une place dans une école française, il n'y a pas grand chose d'autre. Vivement le plan école. On revient sur le plateau des 24 heures. Olivier Cadic nous a rejoint pour parler donc des problèmes de scolarité. On l'a entendu, le témoignage de l'expatrié qui nous explique que finalement, trouver une place dans une école française, ça a l'air un petit peu compliqué. Elle évoque brièvement à la fin le plan école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, lorsque j'ai été élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est effectivement ce que j'avais demandé, qu'on construise un plan école. Au départ, quand on parlait de l'enseignement français à Londres, c'était uniquement South Kensington, principalement South Kensington, le lycée français, qui était déjà plein à craquer. Et il y avait donc des listes d'attente, puisque à chaque fois, les gens essayaient de rentrer, ils n'y arrivaient pas. Donc on a rassemblé autour, donc sous la direction de l'ambassadeur, les représentants donc de l'administration, les représentants des parents d'élèves, des professeurs, les élus. Et tous ensemble, on a travaillé. Et la première chose, c'était de définir les objectifs. Alors, avant de décider d'aller quelque part, encore faut-il savoir où on se trouve. Et j'ai demandé au consul à l'époque qu'il nous donne un état des lieux. 70% des enfants français au Royaume-Uni sont dans l'enseignement britannique. Donc l'enseignement français au Royaume-Uni n'implique que 30% des enfants. Donc ça, c'est une première chose. Et donc nous avons décidé, comme premier objectif, de développer créer 1500 nouvelles places dans l'enseignement français. Ce qui voulait dire créer un nouvel établissement. Nous avons créé un deuxième collège qui a ouvert près de Kentish Town, mais qui n'a pas encore l'air suffisant. Qui s'appelle le Collège français bilingue de Londres. Et comme on s'est donné 1500 nouvelles places comme objectif, nous en sommes, au bout de 3 ans, arrivés à 1000. Donc on est arrivé aux 2/3 de l'objectif. Alors justement, je crois que monsieur Édouard Brenne, le consul général de France, souhaite intervenir sur ce sujet. Monsieur Brenne, vous nous entendez? Voilà, oui, je vous entends, effectivement. Je voulais effectivement souligner la qualité du partenariat qui s'est fait entre
les milieux d'affaires français concernés, l'État et le monde de l'enseignement pour créer cette offre supplémentaire pour le lycée français, qui est, disons-le, le plus gros lycée français du monde, sans doute, qu'il s'agit de lycée à l'étranger et de lycée en France. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Brenne. Et le consul général a vraiment tout à fait raison de souligner et de mettre en avant l'importance des entreprises, puisqu'elles ont joué un rôle significatif grâce à la Chambre de commerce. Elles ont joué un rôle significatif dans la création de ce deuxième collège. Et nous avons en projet un troisième collège, puisque bien évidemment, ça ne suffit pas. Mais ceci étant, ça ne suffira jamais. Il faut être réaliste, puisqu'il y a une forte poussée du nombre de Français au Royaume-Uni et on ne pourra pas suivre. Donc, il est vrai que l'objectif 2 du plan école, c'est de développer le bilinguisme dans le cadre des enseignements britanniques, de l'enseignement britannique. Voilà, c'est de permettre à des enfants français dans des lycées, dans des écoles britanniques, et écoles britanniques. Absolument. Voilà. Et pour celles qui ne le peuvent pas, c'est de développer une formule CNED d'enseignement à distance pour pouvoir compléter. C'est ce que font mes enfants. Tout à fait. Voilà, et donc, je crois qu'ils n'ont pas eu de place non plus dans des écoles. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, on a créé une formule CNED Royaume-Uni, une formule allégée qui est vraiment de complément. Et je voudrais vraiment finir par une dernière chose, c'est les petites écoles du samedi. Oui. Lorsque nous avons démarré, il y avait 10 petites écoles du samedi avec 700 élèves. Et avec le plan école, on en a fait un objectif, de les mettre en réseau et de travailler ensemble pour les aider à se développer. Et en l'espace de 4 ans, on est passé de 10 à 46 écoles et on a aujourd'hui 2900 enfants qui viennent fréquenter tous les samedis une petite école du samedi où ils apprennent le français. Ça, c'est un vrai progrès. Et là, je voudrais saluer toutes les mamans du Royaume-Uni qui s'impliquent tous les samedis pour faire vivre cette aventure qui est fabuleuse. Donc, merci aux mamans du Royaume-Uni. Tout de suite, une courte page de publicité. On se retrouve ensuite pour parler du commerce, justement, au Royaume-Uni. À tout de suite. De retour sur le plateau dédié à la ville de Londres. Tout de suite, donc, nous allons parler de l'implantation des entreprises françaises à Londres, avec toujours M. Olivier Cadic et M. Michel Missakian. Nous avons également le consul général de France, M. Édouard Brenne, qui est toujours avec nous via Messenger. Monsieur Brenne, tout d'abord, pouvez-vous nous faire un petit état du nombre d'entreprises françaises implantées à Londres et des secteurs porteurs, s'il vous plaît? Alors écoutez, parmi les choses qui n'ont pas été dites et qu'il faut rectifier sur l'attractivité formidable de l'économie britannique, il y a ce qui touche l'aspect immatériel de cette économie britannique et en particulier la capacité d'attractivité de nos amis anglais et écossais en ce qui concerne le monde universitaire et l'enseignement. J'en veux un exemple, c'est le fait que mes 3 enfants à qui j'avais offert des études en Grande-Bretagne
quand ils avaient 12-13 ans, ont été tellement fascinés par la Grande-Bretagne qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, leur père est venu les rejoindre à Londres. C'est, je crois, un des éléments clés de l'attractivité britannique dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que l'un des premiers industriels de Grande-Bretagne aujourd'hui, et on ne le sait peut-être pas assez en France, c'est EDF Energy, puisque l'électricité de France a réalisé en Grande-Bretagne un investissement absolument gigantesque et complètement stratégique en reprenant la production d'électricité d'origine nucléaire du Royaume-Uni. Donc je dirais que dans le domaine, le principal domaine où les Français excellent au Royaume-Uni, c'est le domaine des services publics et des grands secteurs industriels. Très bien, merci beaucoup Monsieur Brenne. On revient donc pour parler de l'implantation, des avantages d'une implantation en Grande-Bretagne. Vous, Monsieur Cadic, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de distribuer des bandes dessinées franco-belges? Vous auriez pu le faire de France. Vous avez choisi de le faire à Londres. Pourquoi? De toute façon, là, il faudrait revenir un petit peu à l'histoire, puisque j'ai démarré cette activité il y a tout juste 5 ans, et qu'en fait, je suis arrivé là il y a à peu près 15 ans. Et j'avais dû déplacer mon entreprise, le siège de mon entreprise qui était basé à Paris, puisque j'avais créé ma société à 20 ans. Donc ça faisait à peu près 15 ans que je développais mon entreprise. Une entreprise, c'était pas sur le même sujet là. Absolument très différent, oui, dans le domaine de l'électronique, et qui était devenu un secteur très concurrentiel à partir du moment où nous avions créé le marché unique, qui n'est pas vieux, puisque ça date de 1992, on a ouvert les frontières, et à ce moment-là, beaucoup de cartes ont été rebattues. Les marchés auparavant étaient assez protégés, et donc j'avais été obligé, pour pouvoir rester compétitif, pour que ma société puisse survivre et se battre à armes égales, de la déplacer à Ashford, à 2 heures d'Eurostar de Paris, pour pouvoir justement avoir des charges patronales de 11% contre 48% en France, et c'était le poste le plus lourd pour mon bilan. Donc grâce à ça, j'ai pu développer mon entreprise. Alors une deuxième chose qu'on découvre, c'est qu'on a on a une plus grande flexibilité pour l'emploi, pour les contrats, et troisième chose, beaucoup moins de paperasse. Donc j'ai découvert après le paradis pour entrepreneurs. Pour certains, j'ai découvert aussi que c'était le pays de la deuxième chance, parce que l'échec est accepté pour les entrepreneurs au Royaume-Uni, dans cet environnement anglo-saxon. Et j'ai découvert ensuite beaucoup d'entrepreneurs français qui avaient échoué en France, mais qui avaient du mal à pouvoir se redémarrer, puisque c'est pas très bon pour un entrepreneur quand il a échoué. Et au Royaume-Uni, vous pouvez redémarrer, c'est accepté. Donc ça, c'est un deuxième avantage pour les entrepreneurs. Monsieur Missakian, vous accompagnez, vous aidez en tous les cas les entreprises françaises à s'implanter. Oui. Quelles sont pour vous les facilités d'entreprendre au Royaume-Uni? Je crois que le principal a été dit, c'est la facilité d'entreprendre, la flexibilité, d'excellentes, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Monsieur le Consul, d'excellentes formations, des gens extrêmement bien diplômés, avec beaucoup de flexibilité. On parle anglais, il y a un accès à des marchés auxquels on n'aurait pas accès si on était à Paris. C'est beaucoup plus simple de vendre quelque chose quand on est au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans tous les pays du Commonwealth ou dans lesquels on parle anglais, que de Paris. Donc un droit assez simple, peu de paperasse, une fiscalité attractive s'agissant des charges sociales et patronales, peut-être moins sur l'impôt sur le revenu, je ne sais pas si on en parlera. Enfin, tout ça mis bout à bout fait que c'est un pays très attractif, et je confirme également que les grandes sociétés de services publics ou parapublics sont extrêmement présentes au Royaume-Uni. Nous les servons d'ailleurs, EDF, Suez, Veolia, je les ai cités tout à l'heure. Mon électricité est fournie par EDF, Veolia ramasse mes poubelles, mes PV sont distribués par Suez, où il y a des bus, c'est la RATP. Enfin, toutes ces sociétés françaises vivent et travaillent à Londres, font un travail extraordinaire. À la City également, il y a beaucoup de jeunes Français. Oui. D'accord. On va revenir sur le sujet dans 30 secondes. On passe juste on tourne une page de publicité et on revient tout de suite sur le plateau pour continuer cette discussion. Patrier, exportateur, DRH, votre télé.
enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Maintenant, vous pouvez voir votre interlocuteur même si des milliers de kilomètres vous séparent. Avec les conversations vidéo HD, aucun sourire, signe ou clin d'œil ne vous échappe. Plus besoin d'émoticônes. Avec Messenger 2011, vous n'avez jamais aussi bien gardé le contact. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau dédié à la ville de Londres, on parlait justement des avantages en matière d'implantation d'une entreprise française à Londres. Qu'en est-il des incitations fiscales également? Parce qu'on est dans un système quand même très libéral. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales particulières lorsqu'on monte son entreprise à Londres? Non, enfin, moi, j'en connais pas. Il faut être réaliste. Quand on paye pas beaucoup d'impôts pour les entreprises, faut pas en plus demander des aides. Moi, j'ai jamais reçu la moindre aide depuis que je suis là-bas. Pour aller juste un peu plus loin par rapport à ce qui était dit auparavant, pour voir un peu l'impact de la France au Royaume-Uni, pour nous, pour la France, le Royaume-Uni est le premier excédent commercial depuis 4 ans. Donc la balance commerciale avec le Royaume-Uni est largement bénéficiaire et c'est notre premier débouché. Donc c'est vraiment un territoire pour les entreprises françaises de développement important. La France est très bien vue au Royaume-Uni. Alors pour le côté, effectivement, j'ai envie de dire, il y a une petite problématique, puisque je ne veux pas donner l'impression non plus qu'effectivement, quel peut être le côté le moins. Il faut savoir que quand on est français, puisque quand on arrive au Royaume-Uni, quand on a la culture française, on a derrière nous les codes, le code du travail, le code civil, le code pénal. Bon, il faut savoir que quand on traverse la Manche, il y en a un qui l'a jamais traversé, c'est Napoléon Bonaparte. Donc leur droit n'est pas codifié. Ce qui veut dire que c'est le paradis des entrepreneurs, je vous l'ai dit, mais c'est aussi le paradis des conseils. Oui, bien sûr, Monsieur Missakian, c'est le paradis des avocats, parce que en fait, le contrat prime. Donc, si on ne lit pas attentivement les petites lignes parfois d'un contrat, il faut savoir que ça vous engage. Et alors, parfois, on se dit, mais cette clause, c'est pas possible, je peux pas l'accepter. Oui, mais tu l'as signée, donc elle a valeur. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Et je crois que pour les entrepreneurs, il ne faut pas non plus qu'ils prennent le Royaume-Uni pour un Far West. C'est vraiment un pays de droit très développé. D'ailleurs, vous l'aviez mentionné au début. C'est vraiment important de s'entourer de conseils et de ne pas faire n'importe quoi. Alors, Monsieur Missakian, justement, quels sont les principaux conseils que vous pourriez fournir à un entrepreneur qui souhaite s'implanter? D'être bien conseillé. Je ne peux qu'être d'accord dans un pays... Alors, sur quelles questions particulières? Est-ce qu'il y a des questions plus touchy que d'autres? Droit, fiscalité, droit des contrats, relecture des contrats. C'est pas tout à fait la même chose qu'aux États-Unis, mais c'est un peu la même chose. On ne signe pas un contrat sans l'avoir fait relire par des experts, parce que chaque clause doit être analysée, donc se faire accompagner d'avocats, de fiscalistes, de comptables, d'auditeurs ou de consultants. Ça semble indispensable. C'est assez important. Monsieur Edouard Brenne, vous souhaitez intervenir justement sur ce sujet-là? Que pensez-vous justement de l'implantation des entreprises françaises au Royaume-Uni? Pensez-vous qu'il y a des conseils primordiaux à donner aux entrepreneurs français? Je dirais que le principal conseil à donner aux Français, c'est de s'inspirer de ce que la Grande-Bretagne a de meilleur à nous offrir, c'est-à-dire la science de l'ingénierie sociale. La grande expertise de nos amis britanniques, c'est précisément d'arriver à faire fonctionner convenablement une société grâce à un sens du pragmatisme et du compromis. Et donc il faut, quand on vient de France, oublier un peu l'idée de toutes les protections étatiques
et découvrir un système qui s'auto-gère, qui s'auto-régule. Et c'est ça qui me fascine dans la société britannique, et c'est là ce que les Britanniques ont de meilleur comme exemple à nous offrir. Merci beaucoup, Monsieur Brenne. Merci beaucoup à vous deux également. On se retrouve après une courte page de publicité pour parler des grands chantiers en perspective au Royaume-Uni et à Londres en particulier. À tout de suite. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Christine Le Yaouang. Bonjour. Catherine. Pardon, Catherine. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous êtes directrice de la Chambre de commerce franco-britannique à Paris. Et donc, vous encouragez les investissements français au Royaume-Uni. Alors d'abord, on est une chambre de commerce britannique en France, mais étant donné que nous sommes un réseau d'affaires, nous aidons au travers de notre réseau également les entreprises françaises à aller se développer en Grande-Bretagne. Parce que vous aidez également les entreprises britanniques à... Exactement. Oui, et à s'implanter sur le marché français. Tout à fait. Les entreprises françaises, effectivement, eh bien, on peut être une porte d'entrée pour elles, parce qu'effectivement, elles ont besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aide et de conseils au départ. Et c'est très, très important de leur donner ce conseil dès le départ ou cette assistance auprès de cabinets, conseils, d'avocats et d'experts comptables. Donc, nous sommes plus tôt en amont, puisque après, effectivement, vous avez la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne qui, elle, va... fait le relais. Voilà, exactement. Alors, quels sont pour vous aujourd'hui les grands chantiers, en tous les cas, les opportunités d'investissement pour des entreprises françaises? On sait que les JO 2012 approchent, fin juillet, mi-août. De fin juillet à mi-août, c'est ça, du 27 juillet au 12 août 2012. Est-ce qu'il y a encore des opportunités ou est-ce que tout est bouclé? Actuellement, tout est bouclé, puisque les entreprises, les Britanniques s'y sont pris très tôt. Il y a déjà pratiquement une petite dizaine d'années qu'ils ont commencé les grands travaux. D'ailleurs, je crois que là, maintenant, ils sont plus en train de tester, en fait, le parc des Jeux Olympiques. Oui. Donc, il n'y a pas eu de ralentissement avec la crise? Il n'y a pas eu de... Non, non, ça a été très bien. Vous savez, c'est le pragmatisme britannique. On élabore des échéances, enfin un plan, des actions, des objectifs, un planning, et puis voilà, exactement. Par contre, je ne sais pas si on peut parler de ça comme un grand chantier, mais je crois que là, effectivement, il y a pour toutes les entreprises dans le tourisme, il y a vraiment des opportunités d'affaires autour des Jeux Olympiques. Autour des Jeux Olympiques, voilà, exactement. Et puis après, vous avez aussi beaucoup d'opportunités au niveau du transport, parce qu'effectivement, en Grande-Bretagne, il y a encore au niveau ferroviaire et autres, de grands développements. Donc ça, c'est aussi de bonnes opportunités. Il y a des opportunités dans l'aéronautisme, puisqu'il y a des sociétés françaises qui veulent de plus en plus travailler avec les Britanniques. Faire de la sous-traitance. Exactement. Oui. Je dirais dans tout ce qui est créative industrie, dans ce qu'on appelle la mode, le design et autres, ça, ce sont des secteurs très porteurs. Toujours des secteurs innovants, créatifs. Exactement. Tout ce qui est innovation, haute technologie. Et puis après, on l'a dit tout à l'heure, je crois, autour de tout ce qui est grandes sociétés françaises, Veolia, oui, bien sûr. Les grands groupes, RATP, tous les grands groupes sont là-bas. D'accord, très bien. Alors, il y a une problématique qui est assez intéressante également aujourd'hui, c'est la transfrontalité. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire venir peut-être des personnes, parce que c'est vrai qu'on a peut-être besoin de main-d'œuvre aussi dans certains secteurs. Est-ce que, Monsieur Cadic, vous pouvez nous parler un petit peu plus, approfondir un petit peu ce sujet ?
Écoutez, nous avons créé sous la direction du consul général Édouard Brenne un plan emploi au Royaume-Uni avec une première priorité, c'est d'aider les jeunes. Le consul les a baptisés les oubliés de Saint-Pancras. Ce sont ces jeunes qui arrivent avec un sac sur le dos à l'aventure et qui viennent chercher un premier job. Et c'est certainement là où on va avoir beaucoup de demandes. On va avoir des jeunes qui vont arriver et je ne pourrais pas faire cette émission sans citer le centre Charles Péguy qui aide à placer 700 jeunes actuellement chaque année. Et on a un premier objectif de les aider à en placer 1000 par an. Donc ça, c'est une première chose. C'est le premier objectif du plan emploi. Un deuxième objectif, ça a été de créer le métro Transmanche. Pourquoi ? Parce que notre volonté... Ça, c'est entre le Kent c'est ça. Et les régions nord de France. En fait, c'est pour eux. Vous avez un tunnel sous la Manche qui est utilisé par donc l'Eurostar ou par le shuttle qui fait passer les véhicules. Et l'idée, c'est de faire un métro qui permette aux gens de Calais de venir travailler à Ashford pour la journée et de rentrer chez eux le soir. Et je crois aussi dans l'autre sens. Et évidemment, pouvoir se loger dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'il y a des avantages des deux côtés. Il y a des avantages des deux côtés. Oui, mais je crois que les avantages sont des deux côtés. C'est-à-dire que, par exemple, à Ashford, on travaille le dimanche, les boutiques sont ouvertes le dimanche, et ça ferait, pour les gens qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais, ils pourraient très bien venir bénéficier des commerces le dimanche. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on cherche aussi de la main-d'œuvre qui parle anglais. Donc c'est une fabuleuse opportunité pour les jeunes Britanniques d'avoir aussi leur expérience internationale et de venir travailler dans les commerces côté français. Évidemment, côté industrie, là, on a un gros problème de turnover à Ashford. On avait à peu près 2% de taux de chômage encore récemment. Et donc, la vraie problématique pour les entrepreneurs à Ashford, c'est ce turnover. Et alors qu'on a des gens qui sont à la recherche d'emploi, puisqu'on a près de 20% de taux de chômage à Calais. Et je me suis dit quand même, donc on l'a partagé avec l'équipe du plan emploi à Londres, on s'est dit c'est quand même une formidable opportunité si on arrive à faire coller ce marché où des gens demandent un emploi et ce marché où on offre des emplois. Et donc c'est ça cette idée. Et on travaille depuis maintenant à peu près 1 an avec sous la direction, encore une fois, je rappelle, du consul général, pour faire en sorte que cette idée devienne une réalité. Si vous voulez, il n'y a pas de plus belle ambition que de vouloir écrire l'histoire et de se dire que ça va être possible qu'on puisse venir passer sa journée de travail en Angleterre, rentrer chez soi le soir. Si on peut participer et créer ça, c'est une véritable avancée. Voilà donc l'idée de plan emploi. Alors on va juste laisser Monsieur Édouard Brenne s'exprimer sur le sujet, puis on reviendra ensuite sur le plateau. Monsieur Édouard Brenne. Voilà, écoutez, je voudrais remercier Olivier Cady de sa présentation très claire des avantages réciproques que peuvent tirer les Britanniques et les Français de cette différence de développement du Nord-Pas-de-Calais et du Kent. Il y a simplement une chose qu'il faut ajouter, c'est que du côté français, nous sommes à juste titre fiers de nos services publics qui sont quelquefois, et de notre système de santé qui sont des points faibles, il faut bien le dire, en Grande-Bretagne. Et par exemple, il est clair que le nouvel hôpital de Calais n'a que des bénéfices à tirer de la proximité du Kent, puisque dès lors qu'un système de transport cadencé sera organisé, des tas de patients anglais pourront venir du Kent se faire soigner à l'hôpital de Calais. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle une win-win solution ou une two-way street, une autoroute à double sens. Merci beaucoup, Monsieur Brenne. Juste 2 mots, on en est où de ce transport transmanche ? Écoutez, la sénatrice Joëlle Garriaud-Mellam m'a posé une question au gouvernement au mois de décembre. Le ministre des Transports, Thierry Mariani, a répondu par l'intermédiaire de Benoît Paru que le gouvernement supportait cette idée. Depuis, le sous-préfet du Nord-Pas-de-Calais a mandaté une personnalité que je connais bien, qui est dans l'association Opal Link, Tadej Segar, qui est vraiment un des premiers promoteurs de ce projet. Pour s'occuper de... C'est vrai, c'est initié ce projet par l'association Opal Link. C'est ça, c'est le premier qui m'a contacté pour ce dossier, c'était donc Tadej Segar Opal Link. On a travaillé, réfléchi ensemble maintenant, ça fait depuis 2007 qu'on a commencé à discuter de cette idée. Et depuis 1 an que c'est mis comme objectif du plan emploi, ça a été un vrai accélérateur. On a fait une réunion à Ashford de l'association L'Union des Français de l'étranger de Grande-Bretagne qui a dynamisé
réalisé donc ce projet grâce, encore une fois, à la présence de Édouard Brenne, de la sénatrice Joëlle Goriot-Mélam, de la maire de Fréthun, Catherine Fournier, qui était venue. Et donc, c'est de cette réunion-là, que Joëlle Goriot-Mélam s'est emparée du dossier, l'a porté au Sénat. Le gouvernement réagit. Maintenant, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais est en train de chercher à réunir tous les interlocuteurs, c'est-à-dire Eurotunnel, SNCF. Et vous espérez que ce soit terminé pour quand? Eh bien, écoutez, rien. Aujourd'hui, on a tout. Vous savez, on a déjà, les rames sont là, le tunnel est là, j'ai envie de dire, les chercheurs d'emploi sont là et les offres sont là aussi. Alors on se pose la question, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Parfois en France, ça met un peu de temps. Ce qu'il faut, c'est faire travailler tout le monde ensemble. Il faut réussir à mettre tout le monde autour de la table. Et une fois que tout le monde est autour de la table, il nous explique pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qui empêche que ça fonctionne demain. Parce qu'en fait, il suffit d'une simple vraie volonté. Et je crois que le gouvernement a bien montré qu'ils étaient tout à fait positifs. Et le ministère de l'Intérieur travaille justement pour enlever les freins, puisque vous savez que le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les passages de frontières. Mais le ministère de l'Intérieur travaille sur cette question. Et moi, je suis fasciné de voir justement l'envie de réussir, d'aboutir. Et les Britanniques, comme à l'habitude, sont très pragmatiques et ils sont là, ils sont tout à fait prêts. Les officiels du Kent, je les connais, je les ai rencontrés, comme la chambre de commerce d'Ashford. Tout le monde se tient prêt pour que ça fonctionne. Tout le monde a envie que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a évidemment quelques europhobes par-ci par-là qui vont venir aller contre ce projet. Mais très sincèrement, c'est le sens de l'histoire, ça va se faire. Donc le problème n'est plus de est-ce que ça va se faire, c'est quand est-ce que ça va se faire. Et croyez-moi, moi je suis le premier, et comme je sais Édouard Brenne, avec lui, à faire en sorte que ce projet voit le jour. Très bien, en tous les cas, le message est passé. Donc pour parler, maintenant, il faut aussi parler, quand on parle de travailler avec les Français ou avec les Anglais, on est obligé de parler des différences interculturelles entre ces deux peuples. C'est le sujet qui est lancé par Sylvie Aderibidge, qui va nous parler des différences culturelles entre Français et Anglais. On l'écoute tout de suite. Ce qui me frappe au Royaume-Uni, c'est la tolérance des Britanniques. Leur facilité à intégrer les autres, à accepter les autres tels qu'ils sont. Ils ne cherchent pas à les changer. Les gens vivent très bien ensemble au Royaume-Uni, les gens de toute nationalité. Bon, la France a peut-être des choses à retenir de cette façon de vivre. Voilà. Au revoir. De retour sur le plateau dédié à Londres, Monsieur Jérémy Stubbs, vous nous avez rejoint. Vous êtes consultant et vous travaillez pour Berlitz. C'est ça, Berlitz Cultural Consulting à Paris. Très bien. Et donc, vous travaillez dans les formations interculturelles. Vous essayez d'expliquer aux Français ou aux Anglais, enfin surtout aux Français, je crois, comment fonctionne le système anglais. Exactement. Et comment est-ce qu'on travaille avec les Anglais. Quelles sont les principales différences ? Les différences sont nombreuses et souvent pas immédiatement évidentes. Il y a des différences sur le rapport au temps, le rapport à l'autorité, la hiérarchie, l'autonomie, la façon de communiquer, la façon de tenir des réunions. Il y a des différences partout qui, mises ensemble, font quelque chose de très important. Donc, souvent, les Français qui partent ont vraiment besoin d'une formation pour ce qui les attend. Oui, bien sûr. Alors, au niveau du management, souvent, donc, les expatriés qui partent sont souvent des cadres qui vont être amenés à manager une équipe anglo-saxonne. Quels sont les principaux conseils que vous délivrez à ces Français en amont, donc avant qu'ils partent ? Déjà, sur le plan linguistique, il faut faire attention à l'habitude française de dire les Anglais, l'Angleterre et surtout les anglo-saxons. Parce que ce sont des termes très, comment dirais-je, ethniques qui, au Royaume-Uni, pays, comme on vient de le voir, multiculturel, qui n'ont pas, si vous voulez, qui n'ont pas cours aujourd'hui. Il faut savoir distinguer entre les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais. Il faut aussi éviter de penser que les Britanniques, comme on devrait le dire, ressemblent nécessairement aux Américains. Sur le plan du management, ils sont à peu près à mi-chemin entre les Français et les Américains. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples concrets de choses à faire ou à ne pas faire peut-être ? Mais, si vous voulez, en France, on est toujours assez hiérarchique.
Il y a un rapport à l'autorité qui est... bon, ce n'est plus Louis XIV, évidemment, ni Napoléon, mais il y a des structures hiérarchiques qu'il faut respecter. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, ce qu'on appelle le management plat a beaucoup plus de succès. C'est-à-dire on laisse plus d'autonomie à ses équipes. À un Britannique, par exemple, souvent on lui donne les objectifs à atteindre, et puis on le laisse travailler. S'il a besoin de conseils et d'aide, il vous demandera. Sinon, si on lui explique non seulement ce qu'il faut faire, mais comment, c'est souvent considéré comme une sorte d'abus d'autorité. Il faut savoir déléguer. Voilà, il faut déléguer, mais non seulement déléguer l'objectif, surtout seulement déléguer l'objectif, pas toujours le moyen de l'atteindre. Très bien. Laisser une autonomie. Madame Le Yaouang, est-ce que vous avez été, est-ce que justement est-ce que vous prodiguez des conseils? Est-ce qu'on est venu vous demander finalement comment ça fonctionne? On ne comprend pas, on n'y arrive pas? Tous les jours, je dirais, puisque moi, j'aide les entreprises britanniques à venir en France, mais j'aide aussi des entreprises françaises à aller en Grande-Bretagne. Et je dirais que grâce à l'Eurostar, effectivement, ça a facilité la communication et les échanges, mais Eurostar est aussi un grand handicap, puisqu'en fait, tout Français qui a pratiquement fait du tourisme en Grande-Bretagne et vice-versa, beaucoup de Britanniques qui veulent travailler avec la France ont fait du tourisme et trouvent... S'ils parlent bien la langue, trouvent cela extraordinaire. Le seul problème, c'est qu'on ne travaille pas en France comme on travaille en Grande-Bretagne et vice-versa. Et souvent, même des grosses entreprises françaises qui veulent aller travailler en Grande-Bretagne pensent qu'ils vont pouvoir, avec leurs compétences, la qualité de leur travail ou de leur technologie, s'introduire sur le marché très facilement. Et en fait, ils se heurtent à des portes parce qu'ils ne savent pas communiquer, parce qu'on ne communique pas en Grande-Bretagne comme on communique en France, parce qu'ils ne savent pas présenter. Et j'ai vu des très grosses entreprises m'appeler soudainement en disant « il nous faut une formation à l'interculturel ». Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter et autres. Parce qu'effectivement, ces échanges qui sont si faciles faussent un peu l'idée qu'on n'a pas deux cultures très différentes. Et en fait, quand vous allez en Grande-Bretagne, eh bien, il faut vous préparer de la même façon que si vous allez en Chine, de façon à éviter effectivement des écueils. D'accord. Au niveau des formations interculturelles, quels sont les grands axes que vous abordez? Quels sont les grands thèmes où on ne peut pas passer à côté? J'en ai déjà mentionné certains de ces thèmes, le rapport au temps. Oui. C'est très important. La hiérarchie. Au Royaume-Uni, le temps c'est l'argent. Time is money. Il y a aussi la question des émotions au travail. On en parle beaucoup en ce moment, des émotions au travail. Au Royaume-Uni, on n'utilise pas le temps au bureau pour faire du lien avec ses collègues. Ça attend... le pub le soir. Ou le pub le soir. Ouais. Et il est très normal d'ailleurs de sortir avec ses collègues le soir et de boire. Le lendemain matin, on se retrouve de façon professionnelle en ayant oublié pour le moment ce qui a été dit et fait le soir précédent. Donc beaucoup de Français, en arrivant à Londres, ont été choqués parce que leurs collègues, le matin, ne leur disaient pas « bonjour ». Sans parler des poignées de main qui n'existent pratiquement pas au jour le jour. C'est uniquement parce que le Britannique veut être dans l'efficacité. Immédiatement. Il distingue vraiment vie privée et vie professionnelle. Exactement. Et de la même manière, une communication est souvent très factuelle et pas très expressive. J'ai eu le cas de quelqu'un, un Français, qui avait des vidéoconférences avec le reste de l'Europe. Il proposait des choses. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne répondaient « Oui, c'est fabuleux, on aime bien cette idée parce que... » etc., etc. La réponse britannique, c'était « Oui, d'accord. » Plus froid. Et le factuel. Factuel. À la chaleur, ça c'est pour le pub. Mais là, factuel. Le Français, il croyait, bien sûr, que les Britanniques ne l'aimaient pas. Ils me disent oui, mais ils ne me disaient rien de plus. Au Royaume-Uni, un simple oui suffit. C'est déjà beaucoup. Très souvent. Oui, c'est déjà beaucoup. Très bien. Je vous remercie
Oui, il faut se méfier aussi des faux amis. Par exemple, effectivement, si quelqu'un britannique vous dit interesting, ça veut dire peut-être non. Mais ça veut sûrement non. Donc attention, il faut rester sur ses gardes. Il faut rester sur ses gardes et effectivement, il faut être très factuel. Il faut faire une petite formation interculturelle avant de partir, ça peut aider aussi. Énormément. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup également Monsieur Édouard Brenne, le consul général de France, qui a été avec nous durant toute cette émission. Merci à tous nos intervenants pour leur expertise. Tout de suite, une interview de Laurent Ouazzana, directeur de Cyprévie. Et ensuite, vous partirez pour Lagos, au Nigeria, avec François Henus. Au revoir.